Bonjour, aujourd'hui la version 19 points de Resolve est sortie. Je vous propose de faire un tour des nouveautés, page par page. On va commencer par la page média. Alors, je suis dans un projet vierge et désormais on peut importer, ici, on peut importer des bins avec des chutiers complètement vides, ce qui était impossible jusqu'à présent. Donc on peut avoir des structures entières de bins préparamétrés et vides. Deuxième point, donc je vais importer un dossier. Donc je vais aller importer ce dossier-là en glisser-déposer. Et pour l'instant, ces dossiers sont en cours de tournage. Donc ça peut représenter un espace de synchronisation avec un cloud, genre un Google Drive, un P-Drive ou autre. Et les chutiers Nice et chutiers Paris ont un seul élément, d'accord? Et donc ils sont dans le dossier Respire que j'ai importé. Donc on avait une nouvelle commande dans la version 19 pour aller rafraîchir ces dossiers. Désormais, on a une commande pour rafraîchir de manière automatique ces dossiers. Donc je l'ai activé. Je vais me mettre dans le dossier Nice et je vais aller remplir ce dossier Nice. Tac. Clac. Alors, ici, donc je vais mettre le deuxième élément de tournage dans ce dossier et il apparaît automatiquement et ainsi de suite. Donc on n'a plus besoin de rafraîchir manuellement les dossiers. Bien évidemment, si ces éléments venaient à disparaître, ça ne marche pas dans les deux sens, les éléments deviennent offline. Ça amène vers une nouvelle fonctionnalité, c'est que on pouvait lancer le relink des éléments offline seulement depuis la page Edit avec ce petit bouton, et ce petit bouton a fait son apparition dans les autres pages, dans la page Color, dans la page Fairlight. Lors d'une synchro, une petite nouveauté, lors d'une synchro audio-vidéo, donc je vais ouvrir un élément, tac, et je vais ouvrir un son. Donc dès lors que l'on fait une synchro manuelle, on peut choisir désormais en option du panneau Waveform, on peut choisir soit de garder les métadonnées embeddées dans le fichier vidéo, puisque c'est le son qui vient dans le fichier vidéo, soit de ramener les métadonnées du fichier audio dans le fichier audio-vidéo. Donc on choisit avant la synchro manuelle quelles sont les métadonnées que l'on veut garder sur le fichier synchronisé. Passons désormais aux pages Fairlight et Edit. Et on va commencer par les nouveautés un peu spécifiques de la page Fairlight. Donc la première chose, c'est qu'en clic droit sur les pistes, les en-têtes de pistes de la page Fairlight, deux commandes sont arrivées. On a une commande pour dupliquer une piste, d'accord, et une commande aussi pour la désactiver, d'accord. On peut désactiver une piste ou la dupliquer. L'autre nouveauté dans l'interface de la page Fairlight, c'est la possibilité de déplacer et de réordonner les pistes, non pas dans le track index, mais si par exemple je veux ma voix off après mes effets, on va pouvoir donc directement glisser-déposer sur le nom des pistes dans le mixeur, réordonner les pistes de la timeline. Ensuite, on va voir des nouveautés qui sont communes à la page Fairlight et à la page Edit. Dans le panneau Index et dans Tracks, on va pouvoir désormais sélectionner plusieurs pistes et les effacer d'un seul coup. Donc ça concerne aussi la page Edit. De la même manière, on peut sur une des pistes activer le Ducker. Donc je vais dans l'inspecteur, le Ducker. Et désormais, le Ducker peut avoir plusieurs pistes sources. Donc, je peux faire en sorte que mon Ducker fonctionne en fonction de la piste direct 1
et je peux ajouter ici la piste direct 2 et du coup il prendra le mix des deux comme source pour faire le Docker. Cela se fait comme ça dans l'inspecteur, je vais en supprimer une, et dans l'interface ici, vous pouvez passer de l'une à l'autre et si vous voulez les ajouter, il faut cliquer sur commande-clic, d'accord, sur un Mac et contrôle-clic sur un PC pour ajouter une nouvelle source pour le Docker. Sur les éléments qui ont plusieurs pistes sources, plusieurs canaux et pistes sources, donc ce fichier a plusieurs canaux sources et on n'en a monté qu'un seul. Donc quand c'est de la mono, donc on peut désormais changer le canal source de la mono, d'accord, directement en clic droit sur le plan et on a accès à tous les éléments. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce qui est nouveau c'est de le faire directement dans la timeline. Donc on peut choisir le canal source. Donc pour rappel, on peut le faire aussi directement depuis la timeline de Edit, d'accord. Et c'est quelque chose qu'on pouvait aussi récemment changer directement, ici grâce au custom de l'inspecteur, d'accord. Et en fait, tout ça pilote donc, le réglage des clip attributes. Comme on est dans les clip attributes, on voit qu'il y a une nouveauté, c'est qu'on peut aussi dire de n'affecter aucun canal, d'accord, à un élément qui se trouve dans la timeline si on veut le rendre silencieux a posteriori. Donc cette nouvelle option, none. Bon, je vais la laisser et je vais annuler. L'inspecteur hérite d'une sensibilité accrue quand on fait des réglages, si on fait des cliquer-déposer avec la touche Alt, d'accord, plutôt que des cliquer-déposer sans la touche Alt. Donc ça marche aussi bien dans l'inspecteur, dans les deux pages. On va passer aux nouveautés spécifiques de la page Edit. Quand on copie et quand on colle au niveau de la tête de lecture, mais ça c'est en l'absence de point in et de point out, d'accord. Si vous mettez un point in et un point out, quand vous copiez votre élément, avant la version 19.1, ça collait forcément au niveau du point in, c'est-à-dire que le point in était prioritaire sur les copier-coller. Ce n'est plus le cas. Donc quand on colle au niveau de la tête de lecture et ça efface le point in et le point out. Autre petite nouveauté sur le render in place. Désormais, quand on fait un render in place, on a une nouvelle ligne pour customiser le nom du render in place. Bien évidemment, ce champ de nommage hérite de toutes les métadonnées qui sont accessibles à travers le logiciel. Je rappelle que cette commande de render in place fonctionne sur plusieurs éléments en même temps. Imaginons maintenant que j'ai besoin de monter ma timeline, ce montage-là que j'ai dans une autre timeline, d'accord? Je vais l'appeler timeline cible. Je vais enlever mon inspecteur parce que je n'ai pas assez de place. Je vais charger ma timeline de montage dans mon viewer source et j'ai ma timeline cible qui est vide pour l'instant et qui est ma timeline dans mon viewer de timeline. Je vais rajouter des pistes pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je rajoute plein de pistes. Au moins, on en aura suffisamment. Donc, jusqu'à présent, quand on faisait le montage d'une timeline, donc j'ai bien une timeline en source, et que je la montais, donc on a ce qu'on appelle une imbrication, d'accord? Donc quand on imbriquait, on a donc un élément qui était compris l'un dans l'autre, donc c'était comme un vidéo mixdown et un audio mixdown, et du coup, vu de l'extérieur, j'en ai peut-être mis un peu trop, vu de l'extérieur, on n'a qu'une seule piste source et qu'une piste d'audio source, donc de destination. J'annule. Désormais, la commande qui existait déjà et qui a un tout petit peu bougé, qui s'appelle décompose. Alors attendez, avant que vous voyez bien. Donc on voit bien ici l'unique track destination vidéo et l'unique track destination audio que l'on a à cause du fait de
d'imbriquer les séquences les unes dans les autres, d'accord? Et si on active une commande qui était déjà là, qui s'appelle le Decompose en Edit, on retrouve dès lors autant de track destination audio et de track destination vidéo qu'il y a dans la timeline source. Donc par exemple, je peux sur ce plan-là, alors on va aller se mettre peut-être au début, voilà, je vais prendre le début et je vais vouloir récupérer que les titres et le son. Donc si je monte ça, il m'a bien récupéré. Je n'ai pas monté la piste vidéo. Ça marche, là j'ai pris toutes les pistes son, ça marche aussi pour les pistes son. Dans le mixeur de la page Edit, si vous regardez ma timeline source, maintenant ma timeline source, elle a un effet sur sa piste 7 audio. Et si je regarde dans mon mixeur, on voit qu'il y a un effet parce que le FX est en jaune. Et si je double-clique dessus, voilà, et si je double-clique dessus, il va m'ouvrir l'inspecteur directement dans l'onglet Effets pour pouvoir régler cet élément. De la même manière, si je double-clique sur le EQ, je vais ouvrir directement l'équaliseur et bien évidemment les dynamics. Chose qui était possible dans la page Fairlight, mais pas dans la page Edit. On va passer maintenant au multicam. Et donc la nouveauté qui concerne le multicam, elle va arriver. D'abord, je tiens à vous montrer que les 4 premiers angles de ce futur multicam, pardon, hop, donc, sont du mono. Il y a une seule piste mono, un seul canal, et les 4 autres angles plus la musique sont la stéréo, donc avec 2 canaux. Je vais créer mon multicam et la nouvelle option, c'est Use Source Audio Channel. Je vais monter mon multicam, d'accord, et je vais pouvoir travailler mon multicam. Je place mon viewer source en multicam pour pouvoir directement faire les coupes. Donc rappelez-vous, les 4 premiers angles sont mono et les suivants sont stéréo. Donc là, je suis sur l'angle 1 et si je coupe sur l'angle 5, désormais, ici, on voit qu'on a récupéré les 2 canaux, d'accord? Si je passe sur l'angle 3, je récupère l'unique canal et ainsi de suite. Il faut absolument créer le multicam avec cette nouvelle option pour hériter de cette fonctionnalité. Donc, les vieux multicams sont à refaire si vous voulez hériter de cette fonctionnalité. Donc, le multicam étant un plan virtuel, d'accord? Je vais vous parler donc du match frame. Et le match frame, ici présent, permet d'ouvrir, alors je vais remettre le viewer en viewer source, permet d'ouvrir le plan parent. Et dans notre cas, il va ouvrir donc le multicam, le plan virtuel, dans le viewer source. Il y a désormais la possibilité d'ouvrir le plan à l'intérieur du plan virtuel, d'accord, donc à la vraie source, si on peut dire. Et donc cet élément est dans le menu clip. Et cette commande s'appelle le Match Frame to Source Clip, qui va permettre de récupérer réellement l'élément à l'intérieur du plan virtuel. Donc ça marche pour les plans virtuels, c'est-à-dire le multicam, les camp-on clip et bien évidemment les séquences imbriquées, si vous faites l'imbrication de séquences. On a une option pour avoir une tête de lecture fixe. D'accord. On peut désormais positionner cette tête de lecture où on veut. Donc il faut prendre la tête de lecture par le haut. Voilà pour la page Edit. Alors pour la page Color, pas tant de nouveautés que ça. J'ai fait des groupes, différents groupes, et on retrouve ici donc le fait d'avoir l'étalonnage de clip qui se trouve entre le groupe pré-clip et le groupe post-clip. Si on combine ça avec des nouveautés de la version 19, donc dans les réglages, donc la nouveauté que sont les node stack layers ou les stack layers. Donc imaginons que je mette 4 stack layers,
Je vais laisser leur nom L1, L2, L3, L4. D'accord? Donc, on retrouvait les stack layers à l'intérieur du groupe. Donc, ça venait faire des subdivisions de l'étalonnage précédent. D'accord? Donc, le L1, L4 se trouvait à l'intérieur entre le pré-groupe, pardon, le groupe pré-clip et le groupe post-clip. On peut désormais externaliser la dernière layer à l'extérieur du groupe, d'accord, en cochant donc cette case qui s'appelle post-group not stack layer. Comment c'est un peu compliqué à comprendre, mais si je regarde ici, hein, donc la stack layer L4 maintenant est calculée ou appliquée après le post-group. On va passer désormais aux quelques petites nouveautés de la page Fusion. Le nœud time speed, qui était beaucoup utilisé pour faire des arrêts sur image, en réglant le speed à 0, a désormais un petit bouton qui permet de le régler. Hein. Si je dis je veux faire un freeze frame là-dessus, donc il va régler le délai et le speed, il va régler, et on a bien un arrêt sur image. Un petit plus. Par contre, un nouveau nœud qui est arrivé, qui est le switch, qui va faire quelque chose que faisait en mieux, que faisait déjà le dissolve, d'accord, où on va pouvoir amener plusieurs éléments. Donc imaginons que j'amène, excusez-moi, hop, ces éléments, clac. Donc je vais avoir plusieurs éléments et je ne sais pas lequel j'aimerais utiliser, ou même j'aimerais quasiment faire comme une sorte de montage. Donc le switch, on va pouvoir régler dans l'onglet config le nombre d'entrées que l'on veut. Donc là, j'en veux 5. On peut éventuellement nommer ces entrées, d'accord? Et on va pouvoir relier les éléments à chacune de ces entrées. Pardon. Hop. Voilà. Donc j'ai mes 5 éléments, je les rentre dans chacune des entrées. Clac. Et maintenant que tout est câblé, si je regarde ce nœud, d'accord, je vais pouvoir demander laquelle des entrées je veux voir. Et bien évidemment, en plus, je vais pouvoir animer et on va donc avoir une animation. Donc soit on l'utilise simplement pour avoir des variations de source, d'accord, soit carrément pour swapper en direct sur une source, d'une source à l'autre dans notre config. Le nœud multipoly qui est arrivé dans la version 19 donc, permet de créer plusieurs formes de Bézier ou formes de B-spline au sein d'un même nœud, d'accord. Donc je vais créer une première forme. Et dans la version 19, pour rajouter un nouveau polygone, on était obligé d'aller dans l'inspecteur, cliquer sur le bouton Add Poly, soit polygone, soit B-spline. On n'a plus besoin de l'inspecteur. Deux nouveaux boutons sont arrivés en haut du viewer pour rajouter et créer des nouvelles polys. Donc j'ai créé ma deuxième poly, je vais la fermer. Si je regarde juste le poly, j'ai bien la combinaison de mes deux polygones. Un autre nœud que je n'ai pas testé parce qu'il faudrait beaucoup de temps mais qui vient compléter l'arsenal de l'ensemble des nœuds qui concernent le nouvel environnement 3D qui est l'USD. Et donc on a désormais un nœud pour exporter tous nos travaux dans cet espace USD. Je vais créer plusieurs jobs. Donc celui-là, je vais l'appeler DCP. Juste pour... Hop, ils ont disparu. Ok, hop. C'est pour comprendre le principe, je vais faire un Apple ProRes. Tchac, tchac. Ok. Alors, je vais mettre leur nom, ce sera plus évocateur. Et puis, je vais faire un petit MP4.
Clac, enregistre 65. Tac, très bien. Je vais mettre H265. Alors, truc vraiment pratique, enfin, qui peut être pratique, on peut désormais réordonner les jobs dans la render queue comme on veut. Ensuite, sans doute le truc le plus important est que, vous l'avez peut-être remarqué, désormais le menu résolution et le menu framerate ont une nouvelle option qui s'appelle Timeline Framerate ou Timeline Résolution. Alors dans le cas de la création d'un job directement, ça ne va rien changer. Par contre, ça va permettre de créer des presets qui vont s'adapter aux timelines sur lesquels ils vont s'appliquer. D'accord ? Jusqu'à la version 19, si je crée un preset à partir d'une timeline à 25 images par seconde, ben, il voulait faire du 25 images par seconde, ce n'était pas possible. On va prendre avec la résolution. Donc si je crée un preset qui était fait sur une timeline en 1920 par 1080, si j'appliquais ce preset sur une timeline en Ultra HD, ben, il me sortait du 1920 par 1080. Dès lors, quand on crée, on va pouvoir avoir en fait quelque chose qui va s'adapter automatiquement sur les timelines, d'accord, sur la résolution de la timeline. Donc on va pouvoir utiliser le même preset sur plusieurs résolutions, sur plusieurs timelines qui ont des résolutions différentes sans problème. Donc c'est quelque chose de très bienvenu, cela. Enfin, comme Blackmagic suit les nouveautés Apple, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 peuvent désormais créer des vidéos dites spatiales, qui sont des vidéos stéréoscopiques en import. Donc on peut désormais importer des vidéos stéréoscopiques. On a la possibilité aussi d'exporter dans ce même format, qui sont des formats dédiés à l'Apple Vision Pro. Donc je vais créer une nouvelle timeline ici, que je vais appeler stéréoscopique. Je vais définir cette timeline comme étant une timeline stéréoscopique. Je vais l'ouvrir, je vais mettre un plan même s'il n'est pas stéréoscopique dedans, c'est pas très grave. Et donc dans le deliver, j'ai des options de rendu stéréoscopique. Si je choisis un rendu des deux yeux, j'ai la possibilité maintenant d'utiliser le MVHEVC, d'accord, donc qui est une version HEVC dédiée à la stéréoscopie, le HEVC étant le H65. Ce type de fichier est exactement le type de fichier qu'il faut pour le Vision Pro. Et je le rappelle, ce nouveau type de fichier est accepté aussi par Resolve. Merci d'avoir suivi la présentation des quelques nouveautés de la version 19.1 de Resolve.